Petrel-la-Tête, qui est situé dans la réserve naturelle des Contamines Montjoie, il a perdu déjà entre 2014 et 2018 10% de son volume. C'est 1200 piscines olympiques, c'est quand même pas neutre. Et 2022, on a une fonte record de plus de 4,56 mètres. En parlons aujourd'hui avec Christian Schwerer, qui est ni plus ni moins que le président d'Asters. Il est avec nous ce matin en visio. Bonjour président. Bonjour. Bonjour, je ne suis que le directeur. C'est déjà ça, désolé pour l'appellation et pour la nomination. Christian, donc du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, donc que l'on connaît sous le nom d'Asters. Vous protégez, vous valorisez au quotidien les espaces naturels de Haute-Savoie. C'est bien sûr cela votre mission principale. Pourquoi cette journée de l'environnement est nécessaire justement pour une association telle Asters ? Une telle journée s'inscrit dans une journée de l'environnement au niveau mondial et elle a pour objet d'influer des changements positifs. Vraiment ce côté, soyons tous acteurs pour préserver notre cadre de vie et cette belle planète. Donc c'est vrai que cette année, comme depuis maintenant 50 ans, 150 pays sont mobilisés sur ce temps fort de cette journée de l'environnement qui a lieu le 5 juin. Avec cette année, ces journées qui sont organisées par la Côte d'Ivoire en partenariat avec le Pays-Bas, qui est donc axée sur les solutions à la pollution plastique cette année, en mettant en avant l'engagement des collectivités, des gouvernements, mais aussi des entreprises, et puis derrière, les individus, l'action individuelle qui reste quand même aussi un élément clé pour passer à la mise en place d'économies plus circulaires. Voilà. Depuis plus de 20 ans, donc, Asters gère pas moins de 41 sites naturels, dont 9 réserves naturelles nationales situées en Haute-Savoie. Vous êtes bien sûr les premiers spectateurs de notre écosystème que beaucoup évidemment foulent de par le trail, de par la randonnée. On parlera de prévention notamment pour vos balades en montagne dans quelques instants avec vous. Christian, l'hiver, le début de printemps a été extrêmement bizarre. Comment s'est comporté, de votre point de vue, de vos observations, la faune dans nos territoires alpins ? Le changement, on l'a depuis quelques années. La montagne est un milieu très lié au climat. Donc du coup, on a des changements plus rapides, des changements au niveau température, mais aussi au niveau des saisons. Donc des cycles qui se modifient pour la faune et la flore qui sont observés. Et ces observations, on les partage notamment avec aussi le CREA du Mont-Blanc qui mène un certain nombre d'actions justement d'observation avec une tendance d'événements saisonniers où on a des floraisons plus précoces, du moins des changements de comportement qui sont constatés. Après, l'autre élément, c'est plus dans la durée des migrations vers le haut pour fuir la chaleur qu'on observe chez notamment les insectes, par exemple, qui ont progressé par exemple de 45 mètres en progression altitudinale, ou aussi tout doucement, et même de manière pas neutre, une progression de la forêt, où on a vu qu'on a une progression de 60 mètres entre 1952 et 2006, et que cette tendance serait à plus de 100 mètres d'ici 2050, par exemple. Ouais, c'est quand même des indicateurs assez incroyables. Imaginez que les insectes et les arbres s'adaptent au dérèglement climatique et donc remontent en montagne parce que les températures suivent justement cette tendance. On en a parlé évidemment grâce notamment au rapport des experts du GIEC et notamment grâce à un éminent monsieur qui est venu ici dans les studios Radio Mont-Blanc, Jean-Marc Jancovici, qui nous parlait que le dérèglement climatique allait beaucoup plus se faire sentir, notamment dans nos régions alpines. La preuve en est évidemment la fonte des glaciers. Ça fait partie notamment aussi de vos rapports. Vous parlez des glaciers avec d'autres intervenants, mais on peut parler particulièrement de la faune. C'est-à-dire qu'on a eu un espèce de... on pense par exemple aux animaux qui hibernent, les marmottes. On a eu un mois d'avril que l'on peut surnommer quasiment de janvril, c'est-à-dire qu'elles sont sorties et derrière elles ont attrapé la neige. Comment elles vont s'adapter, ces petites marmottes en montagne ? La difficulté qu'on a, c'est que ce changement il est brutal et que derrière les espèces, que ce soit faune, flore ou les milieux, ils sont toujours quelque part adaptés, mais ils sont adaptés dans la durée. Et c'est cet élément perturbateur qui est que maintenant les choses vont très vite. Et on le voit cet été, ce printemps, on a eu un mois d'avril, on va dire au balcon, et que du coup, par conséquent, ça influe justement sur des modifications de comportement. Ça a des impacts, on le voit globalement, sur des régressions d'espèces. On sait qu'actuellement, au niveau des deux Savoies, on a un nombre non négligeable d'espèces qui sont donc du coup
en danger. Et il est vrai que ça concerne par exemple 29% des espèces qui sont là, qui sont impactées par ce constat, par exemple. Un dérèglement climatique donc trop brutal pour que puisse s'adapter donc l'écosystème savoyard et haut-savoyard. Justement, comment on le garde cet écosystème en Haute-Savoie? Quel est votre rôle de préservation sur ces espèces? On parle de bouquetins, de chamois, de marmottes, de tétralyres, de lagopèdes, de lièvres versatiles, etc. Le premier élément dans notre action, on est d'une part acteur de gestion de site pour justement permettre le maintien ou la restauration de milieux ou le retour d'espèces, au maintien d'espèces à enjeu au niveau de la Haute-Savoie. Et donc, on est pour le compte de l'État depuis plus de 40 ans gestionnaire des 9 réserves naturelles de Haute-Savoie. C'est 22 000 hectares, c'est 5% de la surface de la Haute-Savoie, et tout particulièrement sur le territoire du Mont-Blanc, on retrouve donc 6 réserves naturelles nationales emblématiques avec d'un côté les Contamines de Montjoie avec 5 500 hectares, et puis de l'autre côté ce balcon du Mont-Blanc allant de Sixte-Passy et les réserves des Aiguilles Rouges avec Carl-Aveyron et Vallon de Bérard également. Donc, vous avez une sacrée superficie effectivement à couvrir. Ce qui peut donner de l'espoir, c'est par exemple le gypaète barbu, réintroduit dans les Alpes début des années 80. Alors là, on ne parle plus de dérèglement climatique, mais quasiment d'une espèce qui a failli disparaître. Ça a pris du temps, mais ça y est, le gypaète barbu, on peut dire plus ou moins prospère, notamment sur le massif du Bargy. Oui, c'est une espèce qui a retrouvé sa place dans les Alpes. Maintenant, on reste encore quand même sur des effectifs qui sont en bonne progression, mais où quelque part il faut rester vigilant, puisque même si cette année on a connu une année plutôt très positive en reproduction. Il y a 25 couples qui sont suivis dans les Alpes françaises, et donc en Haute-Savoie ça concerne 7 couples avec 2 nouveaux couples. Donc c'est vrai que derrière on a quand même des indicateurs qui de ce côté-là sont positifs. On garde de l'inquiétude sur des espèces plus communes. On le voit dans le dernier rapport qui a été donné aussi au niveau national, vu qu'au niveau des oiseaux nicheurs, on a une baisse des effectifs qui est de 45%. Et puis, on voit aussi l'impact que ça a sur des espèces comme les espèces liées au milieu humide, comme les amphibiens ou les reptiles, où là, c'est l'effet de disparition, fragmentation de ces milieux, voire des questions de pollution chimique aussi qui peuvent influer. On sait bien, oui, les pollutions chimiques, la pollution plastique, comme vous en avez parlé, c'est la thématique donc de ce 50e anniversaire de cette journée mondiale de l'environnement. Vous avez aussi, bien dans vos prérogatives, l'analyse ou en tout cas l'observation des lacs alpins. Est-ce qu'on peut, on le sait, on connaît déjà plus ou moins la réponse, mais y a-t-il la présence de microplastiques sur nos lacs d'altitude, vu que vous en parlez ? Alors on a du coup travaillé on est en lien avec un collectif scientifique qui travaille sur justement sur le suivi de ces microplastiques, notamment sur les lacs d'altitude, mais aussi sur les lacs de plaine. Et on a le constat que ces microplastiques sont également présents en altitude au niveau de nos lacs d'altitude, même si ce sont des petites particules. On a bien le constat que là aussi, on n'est pas exempt, et que par le fait d'une prospection par les airs, on a également la présence de microplastiques, et puis de tout ce qu'on laisse un peu aussi sur place à travers nos activités, y compris sportifs quelquefois. Personne n'y échappe, même des scientifiques ont réussi à trouver des microplastiques quasiment au sommet de l'Everest, donc personne n'y échappe, même nos territoires les plus préservés de Savoie et de Haute-Savoie. Vous allez rester avec nous, on va juste faire une toute petite pause. Mon cher Christian, donc directeur de l'observatoire Asters, conservatoire notamment des espaces naturels de Haute-Savoie, notamment pour parler, vous venez de parler de pratiques sportives, pour parler des pratiques sportives et de la prévention que vous mettez en place justement pour limiter au maximum notre impact. Ça sera du concret, on revient dans quelques instants dans la matinale des Super Leftos. Aujourd'hui, ce lundi 5 juin, 50e journée mondiale de l'environnement. Pour en parler justement des locaux Asters, on rappelle, Asters en Haute-Savoie nous possédons un patrimoine remarquable, et depuis plus de 20 ans, Asters, aux côtés de 40 personnes à peu près, gère pas moins de 41 sites, dont 9 réserves naturelles nationales situées sur notre territoire, par exemple de Haute-Savoie. Nous sommes avec son directeur, Christian Schwerer, qui est avec nous. Christian, on peut parler aussi, parce que vous parlez de tout
tout l'écosystème, faune et flore, mais aussi zone glaciaire par exemple, le glacier de Trait-la-Tête avec une perte cumulée complètement incroyable en 2022. Vous avez quelques chiffres clés justement pour nous parler de ce changement et des règlements climatiques. Oui, ce glacier de Trait-la-Tête qui est situé dans la réserve naturelle des Contamines Montjoie, il a perdu déjà entre 2014 et 2018 10% de son volume. C'est 1200 piscines olympiques, c'est quand même pas neutre. Et 2022, on a une fonte record de plus de 4,56 mètres, qui est quand même un élément marquant qui souligne que 2022 était une année qui a vraiment influé au niveau des températures sur l'été. On l'a tous constaté, mais ça a également été un marqueur fort vu que c'est la plus forte fonte qu'on ait connue au niveau de ce glacier durant ces dernières années. Effectivement, 2 fois plus élevé que l'ancien record négatif de 2015. Vous avez évidemment cette qualité de rapporteur et d'observateur en ce qui concerne les glaciers, mais malheureusement, le combat des glaciers, alors je dirais sûrement pas qu'il n'est perdu d'avance, mais Asters n'a pas la compétence, jusqu'à preuve du contraire, d'arrêter une fonte. Vous vous mobilisez comment, du coup, Christian ? Il est vrai que pour que quelque part ce réchauffement se normalise, on va dire, c'est une action collective et c'est une action qui se situe au-delà du territoire local. C'est notre comportement collectif et c'est dans cet esprit-là que clairement s'inscrivent justement ces journées de l'environnement pour voir quelles sont les actions à mettre en place, y compris sur les questions liées au changement climatique. Évidemment, là, une journée de l'environnement pour rappeler ces constats diablement alarmants et montrer bien que c'est un effort collectif. En est justement tout simplement la preuve. On parlait d'effort collectif. Vous aussi, votre qualité d'observateur de notre territoire alpin veut aussi que vous fassiez de la prévention, alors auprès du jeune public, auprès des sportifs, et on sait qu'ils sont nombreux dans nos montagnes, VTTistes, randonneurs, trailers, etc., parapentistes, bien évidemment. Vous avez mis justement en place toute une série de prévention auprès des pratiquants de la montagne. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu une différence de comportement sur les gens que vous croisez ? Est-ce qu'il y a plus de respect envers la nature ? On va dire qu'on a un peu les deux. On a plus de respect d'un côté, parce que il y a quand même des messages qui sont transmis par les vecteurs médias que vous êtes pour sensibiliser et avoir un comportement respectueux par rapport à ces espèces naturelles qui restent fragiles. L'autre élément quand même, c'est l'attractivité. La faune et la flore, j'ai pu l'évoquer, ont une tendance à fuir vers des hauteurs moins chaudes. On a le même comportement, je dirais, au niveau de nos activités à nous, notamment en été, d'aller vers des endroits qui sont moins contraints par la chaleur et donc du coup une attractivité plus forte. Et c'est justement cet élément d'attractivité, y compris sur nos espaces naturels, qu'il faut savoir prendre en compte avec, dans certains cas, la mise en place de zones de sensibilité, des zones de quiétude sur lesquelles on restreint quelque part en délimitant cette zone-là, notamment pour une partie de l'année, notamment sur la partie hivernale où le dérangement peut encore être plus sensible qu'en été pour la faune, mais aussi derrière où on met en avant des supports de sensibilisation sur le dérangement. Par exemple, sur 2022, il y a des nouveaux petits supports d'images qui ont été réalisés sur le principe de ces zones de sensibilité et également sur la cohabitation entre grimpeurs et gypaètes, par exemple, pour illustrer un peu concrètement quelques actions. Exactement, hein, notamment, si vous croisez un chamois qui court en plein milieu de la montagne, non, ce n'est pas normal, et du coup, il va user beaucoup plus de ses ressources, notamment en hiver, s'il doit courir dans la poudreuse. Également, on doit laisser partir les animaux plutôt que leur courir après pour prendre une photo, sinon vous allez au parc de Merlet si vous voulez les voir de plus près, par exemple. Malheureusement, le temps nous presse, mon cher Christian, on va devoir terminer l'interview ici. On rappelle juste qu'on peut retrouver toute l'actualité, bien sûr, d'Asters, de votre association, sur cen-haute-savoie.org, et vous venez tout simplement d'inaugurer et d'avoir un nouveau siège, si je puis dire. Vous venez d'inaugurer le manoir Novelle à Annecy, c'est ça ? L'inauguration est prévue le 26 et le 27 juin, donc c'est tout prochainement. Et nous sommes maintenant installés dans ce beau manoir de Novelle pour l'excellence environnementale depuis mai, donc depuis quelques semaines, donc qui est situé à Annecy, ce bâtiment du XIe siècle qui a été restauré et qui permet du coup d'avoir un espace d'information, d'exposition, mais aussi un lieu technique et de partenariat avec d'autres acteurs, et qui permet du coup de mieux rayonner, de mieux faire connaître quelle est notre action pour agir pour la nature, dans les territoires
en Haute-Savoie. Et merci de faire ce que vous faites et n'hésitez pas à passer voir donc Asters dans ce nouveau manoir. Merci à vous et très bonne continuation. À bientôt. Au revoir.